C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. En général, je commence mes interviews en demandant à mon interviewé de se présenter comme il aime qu'on le fasse pour lui, quand il n'est pas là. Comment est-ce qu'on me présenterait si j'étais pas là? Jean-Laurent Brochard, en charge d'une partie des investissements dans les startups de Xavier Niel, le fondateur de Free. C'est tout ce que tu voudrais qu'on dise sur toi. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. C'est un bon début. D'accord. Est-ce que vous diriez que vous avez plus un profil financier ou investisseur? Moi, j'ai eu une formation financière, corporate finance. Du coup, j'ai une passion débordante pour l'Excel, mais j'ai pas touché un Excel depuis presque 10 ans, je crois. Et donc, moi, je suis dans un métier qui n'est pas un métier financier. Moi, je suis dans un métier qui est dans un métier humain. Et l'investissement, notamment en venture, en amorçage, c'est principalement de l'humain. On connecte avec des gens qui sont nulle part, qui veulent tout faire, et on essaye de miser avec le plus de conviction possible sur des éléments dans lesquels il y a énormément d'incertitudes. D'accord, donc quand même plutôt investisseur comme profil. Voilà, même s'il y a le background financier qui... Non. Non, pas financier. Et puis la finance, c'est quelque chose dans les startups c'est des règles de 3 très simples. C'est est-ce que ce qu'on vend génère potentiellement de la marge quand on atteindra une certaine taille critique. Mais au démarrage, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà d'aller chercher cette taille critique. Parce que tant qu'on n'a pas de taille critique, on n'a pas de profit, quoi. Donc, regarder un Excel pour imaginer ce que le futur sera dans 5-10 ans, c'est mignon. Ça dit trop peu de choses. Ouais. D'accord. Peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas du tout familiers de ce qu'est Kima Venture, est-ce que vous pourriez peut-être nous le simplifier? Ouais, alors Kima Venture, ça a été créé en 2010 par Xavier Niel et Jérémy Bérébi. À l'origine du fonds, c'était investir en amorçage dans une centaine de startups par an, partout dans le monde, des tickets entre 100 et 150 000 euros. Et puis à mesure que le fonds s'est développé et que l'écosystème entrepreneurial français s'est développé, on a décidé en 2018 de se concentrer quasi exclusivement sur des entrepreneurs francophones de la tech. Donc on va financer à des stades de démarrage ou des stades après 6 mois, 1 an, 2 ans d'activité de boîte, des entrepreneurs francophones qui peuvent être basés en France et aussi aux États-Unis, en Angleterre ou partout ailleurs. Et aujourd'hui, on va passer 200 startups par semaine et on en finance une tous les 3 jours avec un ticket entre 100 et 150 000 euros. D'accord. Et aujourd'hui, c'est 900 startups dans le portefeuille. D'accord, donc c'est sans le regard particulier de Xavier sur le projet, mais c'est vraiment une délégation de sa philosophie d'investissement, c'est bien ça? Alors, à chaque fois qu'on fait un deal, systématiquement, Xavier va recevoir une note d'investissement. Sur cette note d'investissement, normalement, il dit oui. Peut-être qu'un jour, il nous dira non. L'objectif, c'est qu'il ait une vue sur tout et qu'une fois qu'il a validé la vue, le deal sur lequel il a eu sa vue, là, on peut signer la documentation, virer l'argent pour l'entreprise, etc., etc. Il a une vue sur tout, systématiquement. D'accord. Donc, c'est le gros du travail de Kima, c'est de financer. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait également une base d'accompagnement ou de conseil. Alors, en fait, on n'est pas proactif dans le sens où on n'appelle pas les entrepreneurs pour savoir s'ils ont bien mangé, bien dormi, bien fait leur devoir. Ce n'est pas notre job. En revanche, on est très réactif. Donc, un entrepreneur va nous contacter, va nous dire « Tiens, sur tel sujet, j'ai besoin d'un coup de main. » Si on est capable de l'aider, on va le faire. Si on n'est pas capable, on va essayer de connecter cet entrepreneur à des gens dans notre réseau qui potentiellement peuvent l'accompagner. Et puis surtout, on a créé un réseau dans lequel nos 900 startups sont connectées, peuvent se poser des questions qui sont automatiquement renvoyées vers les meilleurs interlocuteurs et les meilleurs entrepreneurs de notre portefeuille. Et à partir de là, il y a un système de questions-réponses qui se met en place. Donc on essaye de créer du lien entre les entrepreneurs, ce n'est pas toujours facile, mais surtout d'être disponible quand ils en ont besoin. D'accord, répondre plutôt à la demande. Okay. Ouais. Et donc, ça fait quand même un lien avec une question, c'est est-ce que vous avez un avis sur tout un peu ces nouveaux coachs qui se prétendent comme des game changers de la vie d'un entrepreneur, qui vont permettre d'avoir une croissance et d'arriver à trouver cet équilibre dont on parlait de régime de croisière, où tous ces coachs un peu vendeurs de rêves sont des choses que vous conseillez à vos projets d'éviter? Nous, tous nos entrepreneurs, quand on les finance, ce qu'on espère, c'est qu'ils soient coachables.
parce qu'ils démarrent de zéro, ils ne savent rien, il faut qu'ils apprennent tout. Donc à un moment donné, ils vont avoir besoin soit d'être accompagnés pour savoir ce qu'il faut faire, soit d'être accompagnés pour les aider à découvrir plus clairement, plus rapidement, avec plus de clairvoyance, ce qu'il faut qu'ils réalisent. Et donc le rôle si on prend le rôle des accompagnateurs d'entrepreneurs, il y a 3 typologies. Il y a les conseillers, les mentors et les coachs. Le job d'un conseiller, c'est de dire à un entrepreneur ce qu'il faut faire. Donc il ne va pas lui donner des hypothèses, il va lui dire sur tel sujet, il faut que tu fasses ça, j'en suis sûr, voilà pourquoi, fais-le. Le mentor, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partager son expérience, et ce partage d'expérience va permettre à l'entrepreneur de prendre du recul sur ce qu'il est en train de réaliser pour pouvoir lui-même ou elle-même faire des choix, pas en rapport, mais avec des référentiels. Et c'est pour ça que le mentoring est important, parce que ça permet de donner des référentiels par rapport à ce qu'on est en train de réaliser. Et là où le coaching, c'est puissant quand c'est bien réalisé, parce qu'en fait, la problématique dont on parle là, c'est qu'il y a les bons coachs et les mauvais coachs. C'est un peu comme dans Les Inconnus avec les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. En gros, les entrepreneurs, ils ont besoin d'un coach, parce que le job du coach est de poser des questions à l'entrepreneur pour l'aider à y voir clair, pour l'aider à ce qu'il trouve les réponses par lui-même. Et ce n'est que ça en fait. Et d'ailleurs, c'est ça, un bon coach, ça ne parle pas. Un bon coach, ça pose des questions, ça écoute, ça rebondit sur les réponses pour aider l'entrepreneur à y voir clair. Et après, on a tous ces coachs de vie, tous ces coachs qui fleurissent partout sur Insta, LinkedIn, etc. Et qui vous expliquent qu'avec leur méthode ABC ou XYZ, ils vont transformer votre vie. Bon, d'abord, personne ne va jamais transformer votre vie, il n'y a que vous qui pouvez la transformer. Et ensuite, ces gens-là, souvent, et c'est assez rigolo, en fait, ont transformé leur propre vie en promettant à d'autres de transformer leur vie. Donc, c'est une espèce de Ponzi scheme du coaching, quoi. Exactement. Et c'est complètement, enfin, à mes yeux, complètement bancal. Après, le coach, en fait, nous, on conseille à tous les entrepreneurs d'avoir un coach. Juste, on leur conseille de prendre un bon coach, quoi. Et la difficulté, elle est là. C'est comment est-ce que un entrepreneur s'entoure bien de quelqu'un qui peut vraiment l'accompagner, quoi. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a déjà accompli quelque chose? Non, pas nécessairement. Parce que là, on retourne dans la partie mentoring. En fait, j'ai fait quelque chose. Et en fait, mon expérience va permettre à l'entrepreneur d'avoir un référentiel par rapport à ce qu'il essaie de réaliser. Le coach, il ne travaille pas sur la substance de ce qu'on essaie de faire, il travaille juste sur la personne, sur l'individu, pour l'aider à faire preuve de plus de clairvoyance, à y voir clair sur ses choix, à se comprendre, etc. D'accord. Bon, après, c'est vrai que ça reste un milieu qui est un peu bulle. Il y a une grande tendance et je pense que ça s'amoindrira aussi. Et des entrepreneurs, il y en aura toujours. Donc, au-delà de ça, il y en a qui vont sûrement perdurer. Oui, puis attends, c'est comme, tu vois, les gens veulent acheter des clopes, les gens veulent acheter de l'espoir. Tu vois, les gens veulent acheter de l'alcool, les gens veulent acheter du... C'est humain, quoi, on ne peut pas leur en vouloir. Donc, tant que les gens voudront acheter de l'espoir, on leur en vendra. Et certains coachs, quelle qu'en soit leur qualité, continueront d'en vendre et les gens continueront d'acheter. Probablement que le taux de déception sera très important, mais il y en aura qui vont peut-être s'en sortir et trouver leur compte. D'accord. Changeons de sujet parce que c'est aussi la première fois que j'ai un invité en physique avec moi. Tu as quitté Paris, tu es venu à Aix. Comme quoi, c'est possible d'avoir un travail à responsabilité, d'avoir une bonne position et de ne pas habiter à Paris. Alors, c'est possible, oui. Après, il y a quand même des conditions qui sont assujetties à ça, tu vois. Donc, la première condition, c'est... j'habite à Aix, mais je suis 2 à 3 jours par semaine sur Paris. Et Paris, c'est 1h15 d'avion, 3 heures de train. C'est très rapide, c'est à 10 minutes de chez moi. Donc, demain, Xavier m'appelle et me dit « Jean, est-ce que tu es dispo cet après-midi à 15h ?» Oui, je suis dispo cet après-midi à 15h. Tu vois, je prends un avion à 12h15. À 1h30, je suis à Paris, je fais mes emails, j'arrive au rendez-vous, je repars, je suis à la maison pour dîner, quoi. Je caricature un peu en disant ça, mais c'est possible. La première chose. La deuxième chose, c'est que c'est possible pour moi parce que je faisais déjà la moitié de mon travail, si ce n'est plus en remote. Donc moi, je passais déjà toutes mes matinées chez moi quand je travaillais. Et au moins une après-midi par semaine. Donc en fait, je ne faisais des rendez-vous déjà que 4 jours par semaine l'après-midi. Donc en fait, mon quotidien n'a pas fondamentalement changé. Et ensuite, et ça c'est un truc important, c'est qu'on se nourrit des référentiels locaux qu'on a. Donc par exemple, si tu as été élevé à Montpellier,
ton référentiel, c'est tout ce qui est autour de Montpellier. Si tu as été élevé à Bordeaux, tout ce qui est autour de Bordeaux. Si tu as été élevé à Aix, tout ce qui est autour de Aix. Et à Paris, on a un concentré d'entrepreneurs, un concentré d'ambition. C'est une ville qui est à la fois fascinante, que les gens adorent et qu'en même temps des gens détestent, tu vois, ça met une certaine pression. Et donc, moi, je ne suis pas descendu, je ne suis pas venu à Aix pour avoir moins de pression. En fait, moi, la pression parisienne, l'ambition, travailler beaucoup, moi, j'adore ça. Et là, juste, je le fais dans des conditions où j'ai l'impression d'être efficace, j'ai l'impression de pouvoir mieux bosser et ça se passe bien. Et c'est un environnement qui fonctionne, quoi. Enfin, c'est pas pareil d'avoir été élevé quelque part que de s'être greffé dans cet endroit-là, quoi. Et donc, moi, mon mindset, ma vie dans le boulot, elle est parisienne. Mais comme un Parisien, d'ailleurs, nos entrepreneurs à Paris, on leur dit, allez à New York, allez à San Francisco, allez goûter la vie là-bas, vous allez voir, ça va vous transformer. Les mecs partent, ils débarquent, ils passent 2-3 mois, ils reviennent, ils sont retournés. Ils ont compris ce que ça voulait dire, l'ambition, la vélocité, l'agressivité, la vente, le pitch, l'American Way, quoi. Et donc, il faut avoir été nourri à ça. Donc, moi, je vais à San Francisco et aux États-Unis tous les ans. Enfin, sauf l'année dernière avec le Covid, où j'y suis allé juste une petite fois avec Xavier en février, et puis plus après. Et je vais y retourner tous les ans. Et en fait, moi, je me nourris de Paris, je me nourris de ça, je me nourris des grands hubs. Et Aix, c'est là que j'ai décidé d'avoir mon quotidien. Et je m'y sens très très bien. Mais si demain je me rendais compte à Aix que je ratais des opportunités, ou que ça m'empêchait de faire des choses liées à mon boulot, j'en déménagerais immédiatement à Paris. D'accord. Parce que je suis à une période de ma carrière où en fait, moi je suis en compète, tu vois, je veux gagner, je continue, je pousse tout le temps, tu vois. Donc j'ai pas envie, je suis pas à Aix en me disant ah tiens, je prends un peu de mon temps et puis la vie, oui, c'est important, work-life balance, machin. Je vais. Non, on y est allé parce qu'il fait beau, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a des bonnes écoles internationales et parce que je suis tout près de la gare d'Aix-TGV et de Marseille pour pouvoir aller n'importe où en quelques heures. Mais l'ambition, elle est probablement même décuplée parce qu'il y a une pression supplémentaire qui s'installe avec ça. D'avoir peur de rater quelque chose. Bien sûr. Est-ce que ça peut pas être aussi l'opportunité d'en découvrir d'autres? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si tu as 100 startups qui réussissent, tu en as 90% qui sont dans des hubs majeurs et 10% dans des hubs mineurs. Donc, oui, si tu tombes sur ces 10-là, bah, bien sûr, il y a des trucs à découvrir, quoi. Mais si tu veux, au mètre carré, tu as plus de chances de découvrir le prochain Uber. Ouais, mais c'est très vrai. Tu as plus de chances de trouver le prochain Uber à Paris qu'à Aix, quoi. Les deux existent et ta probabilité de tomber dessus est moins importante. En effet, surtout sur le domaine sur lequel Kima s'est spécialisé, sur la tech. Ouais, sur la tech. Après, bon, ce que j'espère, c'est que s'il y a des belles boîtes aixoises qui fleurissent qu'on tech, qu'on les finance. Pas forcément aixoises, je parle provençal, même de manière générale. Il y a vraiment un essor et vraiment un écosystème intéressant de l'héliotropisme aussi, du fait du climat qui est différent, on a des belles universités, des beaux, même si c'est pas Paris. Ouais, mais parlons du climat, tu vois. Nous, on regarde quand on va dans des villes en Espagne pour faire des deals, t'as Madrid et Barcelone. Il y a une différence fondamentale entre les startups de Paris, les startups de Madrid et les startups de Barcelone. Les startups madrilènes bossent plus que les startups barcelonaises. Et il n'y a pas de secret, tu vois, dans un monde, il y a plein de gens qui vont dire putain, c'est grave de dire ça et tout, mais la réalité, c'est que quand tu demandes à des entrepreneurs pourquoi est-ce qu'ils ont réussi, celui qui se ment pas à lui-même ou à elle-même va te dire bah j'ai bossé plus, quoi. Tu vois, j'ai fait les 2 heures extra tous les jours pendant X années pour réussir. Et ce truc-là, il faut le multiplier par autant d'employés qu'on a dans sa boîte, quoi. Et donc, ça va être controversé que ce que je dis. Les gens à Barcelone bossent moins qu'à Madrid. Parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a la plage, parce que c'est cool, parce qu'il y a plus d'happy hour, et voilà. Ça me choque pas, c'est chacun son truc. Mais je sais que c'est des lieux de vie où, bah oui, les 2 heures de plus que tu vas passer à bosser ailleurs, en fait, là, je pense qu'il y a vraiment simplement d'autres référentiels de réussite. C'est ce que j'ai pu analyser moi en venant dans le Sud, parce que je suis pas née. Et j'ai travaillé aussi avec le Grand Est, notamment en frontière allemande, donc le travail aussi, ils connaissent. Deutsche Qualidad, hein. Mais par contre, le réseau, ils connaissent pas. Et ça, c'est une autre forme d'intelligence de l'entrepreneur, je pense. Et que c'est un autre capital sur lequel on travaille et sur lequel il peut y avoir des lacunes
différemment. Donc, je pense qu'il y a des points forts qui sont révélés par la région dans laquelle on vit, mais il y a aussi des points faibles sur lesquels on peut jouer. Et c'est un peu ce que j'ai vu moi dans le Sud, c'est la force du réseau et de la pénétrabilité du marché qui est vraiment, vraiment propulsée par peut-être autre chose que les compétences, ou en tout cas, il y a d'autres facteurs de succès. On peut vraiment le voir. Ouais, mais regarde, tu vois, on parle du réseau, il y a un sujet autour des talents. Tu es une entreprise, tu cherches à recruter des talents. En France, en Europe, jusqu'à il y a quelques années, c'était difficile d'avoir des talents parce qu'il n'y avait pas assez de boîtes qui avaient réussi et donc peu de talents disponibles sur le marché. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Les gens déménagent de San Francisco, déménagent de New York, déménagent des États-Unis, reviennent en France. Et là où est-ce qu'elles vont s'installer ? Pas mal, vont aller s'installer vers Nice, vers Aix-en-Provence, dans le Sud, etc. Donc peut-être effectivement qu'il y a des talents à aller acquérir et à aller chercher pour créer des choses ici qu'on ne fera pas à Paris. Et en fait, j'ai pas la réponse à la manière dont les choses vont évoluer. Moi, ce que j'espère, c'est que le travail remote tel qu'il est en train de se révéler, et notamment accéléré depuis la crise des Covid, va casser les barrières locales qui font qu'avant, si tu n'étais pas dans une grande ville, la probabilité de réussir était moindre, quoi, tu vois, ou alors il fallait que tu t'extirpes de l'ambiance générale pour créer quelque chose de différent. D'accord, mais c'est intéressant cette façon de voir les choses, parce que c'est vrai qu'on questionnerait les gens ici. La façon de réussir ici, c'est de connaître un tel. Alors que dans d'autres régions de France, dans d'autres parties du monde, c'est parce que je sais faire ça. Et c'est vraiment une dichotomie que j'ai vraiment soulignée moi, à travers plein de choses. Mais par contre, je pense fondamentalement que c'est un mix des deux qui permet vraiment de faire la différence. Très bien. Alors, on va partir sur un autre sujet. J'ai cru entendre dans une de tes précédentes interviews que après avoir rencontré Xavier et commencé à travailler auprès de lui, tu es un peu devenu le meilleur ami de tout le monde et tout le monde a eu envie d'être ton ami, etc. Je pense que je poserai la même question à Kylian Mbappé, on va pas se mentir. Mm-hmm. Comment on gère ça ? Comment on gère le fait d'avoir potentiellement un essor de relations intéressées qui se créent ? Alors, la chance que j'ai, c'est que introverti de nature, j'ai pas eu beaucoup d'amis moi dans ma vie. Donc en fait, les gens qui veulent devenir mes amis, je caricature un peu en disant ça, mais de toute manière, la porte n'est pas très ouverte chez moi. J'adore créer des relations avec des entrepreneurs. Je suis très direct avec les gens que j'aime et les gens que j'aime pas, avec les choses qui m'intéressent et les choses qui m'intéressent pas. Et donc, je suis totalement insensible à l'intérêt que les gens peuvent me porter pour des mauvaises raisons. Je suis insensible à ça. J'ai besoin de reconnaissance sincère. Et la reconnaissance sincère, de toute manière, ne passe pas par là. Et elle passe a posteriori des actions. Donc d'abord, tu rends service à des gens, et ensuite, la reconnaissance arrive. Donc en fait, tous ces gens-là qui viennent vers toi, qui te sollicitent et tout, quand elles te sollicitent parce qu'elles ont vraiment besoin d'aide, là, en fait, c'est plaisant parce que tu te dis, je vais les aider. Et c'est pas une question de qui ils sont, qui je suis, c'est juste, je pense pouvoir les aider et je les aide, il y a cette reconnaissance. Mais les gens qui viennent te voir avec des demandes alambiquées, où les choses sont pas très claires, où tu sens que c'est parce qu'ils ont une espèce de fantasme sur l'image de Xavier ou de Kima et tout. Là, malheureusement, la porte se ferme assez vite, quoi. Ouais, vous les voyez de loin et vous arrivez hyper vite. Et je comprends, tu vois, tous les entrepreneurs qui voient en vous un levier d'accès ou un peu de gloire. Tu vois un mec comme Xavier, forcément, c'est inspirant, tu vois. Ouais. C'est inspirant, c'est attirant. T'as envie que cette personne-là te fasse confiance, qu'elle t'offre du temps, qu'elle t'estime. Voilà, c'est normal, tu peux pas leur en vouloir, quoi. Mais malheureusement, la porte est ouverte à ceux qui travaillent dur, à ceux qui réussissent, à ceux qui se donnent les moyens, pas à ceux qui fantasment, tu vois. D'accord, je comprends. Et c'est difficile parce que ça veut dire que c'est des gens que tu dois, entre guillemets, mettre de côté. Comme souvent, ce fantasme, c'est le fruit d'un manque de conscience de soi. En fait, ils ne comprennent pas que la manière dont ils s'y prennent, c'est pas la bonne, que ce qu'ils veulent de toi, c'est pas la bonne chose, et que quand tu leur dis non, en fait, c'est non. C'est pas peut-être, ou un jour, ou dans 10 ans, quoi. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose, voilà, vous n'en avez pas été vacciné du fait d'en avoir vu pas mal échouer tout de même, ou d'en avoir recalé, même déjà, avant même de les voir échouer avec... Mais l'échec, c'est un truc relatif, parce que, d'abord, on échoue toute la journée,
La question, c'est est-ce qu'on progresse, quoi. Le problème, c'est les gens qui échouent, qui en fait continuent d'échouer sans jamais progresser. Ça, c'est hyper angoissant. Mais la réalité, c'est que nous, chez Kima, on finance des entrepreneurs en sachant que la majorité ne va pas réussir. Mais en revanche, la majorité va progresser. Et c'est ça qui nous rend heureux, c'est de savoir qu'ils progressent. Après, la réussite pour certains fait que ça va nous permettre de générer des gains, qui nous permettent de réinvestir, etc., etc. Mais fondamentalement, ce qu'on cherche, c'est le progrès, pas le succès. Et enfin, donc, je mène une chronique qui est axée sur un tout nouvel écosystème, les crypto-monnaies, la blockchain, toutes ces nouvelles technologies. Je ne sais pas en quelle mesure Kima a déjà des participations ou financé des choses de cet écosystème-là, mais là-dessus, le milieu est vraiment en bulle complet et il y a une euphorie autour de ça. Comment, peut-être, est-ce que vous avez des conseils à donner sur comment regarder un projet, alors peut-être pas forcément sur la blockchain, mais vous avez dû en connaître des projets qui étaient dans un secteur en bulle et vraiment avec une euphorie derrière, mais comment scripter et scruter le marché et voir que ce projet-là, il a plus de chances que l'autre ou que les autres d'avoir une pérennité et d'aller au-delà de cet effet de bulle. Pour nous, on a financé quelques sujets crypto. Les deux que j'ai en tête, qui sont les deux grosses boîtes de notre portefeuille, c'est Ledger, qui est un wallet physique pour garder ses cryptos. Un hard wallet. Ouais, un hard wallet. Et le deuxième, c'est Sorare, qui a digitalisé de manière sécurisée tout ce qui est carte Panini. Les NFT. NFT. La question qu'on se pose sur tout sujet en fait, innovant, c'est quoi les fondamentaux, quoi. À quoi ça sert? Est-ce que ça répond à une vraie problématique? Si oui, laquelle? Pourquoi et comment? Et donc, si on regarde le sujet... Et après, il y a toujours des freins, tu vois. Si tu regardes le sujet des cryptos et du Bitcoin, c'est intéressant parce que ça permet de valider des transactions grâce à un nœud de participants sans passer par une plateforme centralisée. Et donc, ça peut simplifier et accélérer la transaction entre deux entités. Après, c'est lent. Quand tu perds ton crypto, si tu n'as pas mis dans un coffre tes 12 mots nécessaires pour récupérer ton wallet, il est perdu, tu ne le retrouveras pas. Et tu vois, autant tu payes un billet de 50 balles, bon, c'est possible. Quand tu as perdu une barre en Bitcoin, tu ne peux pas perdre 1 million en cash, tu vois, c'est pas possible. Mais tu peux perdre 1 million en Bitcoin, quoi. Ça, c'est chaud. Donc, tu as des sujets vraiment fondamentaux autour de ça qui posent question. Après, comme c'est aujourd'hui une monnaie d'échange aussi, de par sa nature, forcément, ça crée de l'opportunisme, ça crée du banditisme, ça crée plein de vices. Et donc, la question qu'on se pose dans ces cas-là, c'est dans quelles applications les qualités vont surpasser les défauts de la crypto. Et est-ce que ça permet de créer de la valeur sur ce sujet-là? Donc, les NFT, c'est une chose. Ledger, comme hardware wallet, c'en est une autre. Il y a plein de choses appliquées à la finance d'entreprise aussi, finance de marché, qui sont hyper intéressantes. Et puis il y a plein de choses qui ne sont pas encore faisables et qui sont faisables quand ça se sera encore un peu plus modernisé, non, un c'est peu vrai plus que sécurisé, etc. C'est vrai qu'actuellement, on en entend beaucoup plus sur des sujets finance parce que c'est la finance qui s'est pris de cette technologie en premier. Mais il y a énormément d'applications faisables et envisageables qui sont très intéressantes. Je pense notamment au projet Terre Noire, par exemple, qui est sur les capsules temporelles, qui permet de quasiment décentraliser le concept de testament et de le rendre inviolable, incensurable. Donc, c'est vraiment assez innovant. Là, tu vois la qualité tu vois que les bénéfices sont bien supérieurs à tous les... Bien sûr. Moi, c'est plus à ces projets-là que je m'intéresse parce que je pense que le plus gros des défauts de l'écosystème blockchain, c'est la spéculation qui s'est greffée dessus et qui s'est rendue automatisée. Mais ça, c'est toutes les opportunités, créer des excès, créer du vice, et malheureusement, ce sera vrai pour toute opportunité de ce type, quoi. C'est vraiment un piège. C'est le cas dans la finance de marché. Et dans la finance de marché, encore, aujourd'hui, tu vois, on peut parler de Bitcoin. En réalité, c'est que sur la finance de marché, on parle de milliards, tu vois, qui sont des trilliards qui sont automatisés chaque jour. Donc, Bitcoin à côté, c'est peanuts, c'est zéro. Mais c'est aussi l'idée où je pense que c'est pour ça qu'on est sur quelque chose qui est tout début et qui n'est pas connu. C'est que moi, je t'ai pas parlé de Bitcoin. Je
t'ai parlé de Le blockchain. crypto. De blockchain. C'est la technologie. C'est pas l'application monétaire. Elle est intéressante, elle est fascinante et elle est géniale pour l'application décentralisée et retrouver de la confiance. Et ce qui est le fondamental de la monnaie, je pense que c'est en ça que votre position est intéressante au sein de Kima. C'est qu'elle va regarder les mêmes choses que quelqu'un qui va regarder un projet émergent de la blockchain. Exactement. Ça conclut merveilleusement bien.